Oui, Donc, bonjour à vous tous. Euh, cette fois-ci, j'ai demandé à Annelise de faire un webinaire sur les maladies auto-immunes parce que déjà, avec Annelise, on fait quelquefois des salons. On en a fait un il n'y a pas très longtemps. Et il nous arrive d'avoir aussi des questions sur ces maladies auto-immunes qui peuvent être très, très diverses. Et je me suis rendu compte que comme ça, au pied levé, on n'était quand même pas très à l'aise pour répondre. Bah, déjà parce qu'il y a des spécificités de toutes ces maladies auto-immunes, mais également parce que il y a peut-être un noyau commun qui mérite d'être approfondi. Et j'ai trouvé très intéressant, vous allez le découvrir, la manière dont Annelise va vous en parler tout à l'heure, puisque il y a effectivement ce petit noyau commun qui doit être pris en compte. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de vous traiter, mais vraiment de vous soutenir, de soutenir les personnes concernées dans ces maladies qui ont quand même un certain nombre de désagréments et il y a quand même des choses à faire au naturel. Voilà. ouais, absolument. Donc, je ne présente plus Annelise, de toute façon, tu vas le faire très rapidement. Merci à toi. Et je vous souhaite un bon webinaire. Pour les questions, vous avez la possibilité de les mettre dans le chat par écrit. Souvent, les questions trouveront leur réponse dans la suite du diaporama, mais sinon, elles seront traitées à la fin. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et vous allez apprendre plein de choses. Bien, merci Françoise. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme le disait Françoise, nous allons parler de maladies auto-immunes et des approches au naturel. Donc en effet, il ne s'agit pas de traiter, hein, mais vous allez voir qu'on va parler des solutions pour vous accompagner vous ou accompagner vos clients, vos patients dans le traitement de ces pathologies et de leurs effets. Alors, en fait, j'ai même plus prévu de petites pages de présentation, mais je vais quand même rapidement me présenter. Donc, je suis Annelise Collet, je suis à la base ingénieure chimiste. J'ai travaillé dans l'industrie, pas du tout dans la chimie d'ailleurs. J'ai fait de la logistique et de la qualité pendant une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai travaillé dans un bureau d'études de conseil en stratégie bas carbone. Et en fait, je suis installée en tant que naturopathe depuis 2017, donc 5 ans maintenant. Je consulte sur Rosheim en présentiel, donc en Alsace, et je consulte également en visio pour les personnes qui ne sont pas en Alsace ou qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà, donc mes spécialités, c'est beaucoup l'alimentation, la nutrition, la micronutrition. Je travaille énormément avec les plantes également, donc tout ce qui est phytothérapie. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je travaille aussi beaucoup avec les huiles essentielles. Et puis, étant moi-même très sportive, je fais aussi de l'accompagnement, soit de préparation d'objectifs sportifs, soit l'accompagnement à la remise en mouvement. Donc, je ne suis pas du tout coach sportif, mais par contre, bon, j'ai une certaine expérience en la matière. Et donc, du coup, ça me permet de donner des conseils sur le sujet. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je donne aussi des webinaires, entre autres activités, mais je ne vais pas plus m'étendre sur la question. Donc, je voudrais aujourd'hui, déjà, je pense que c'est important de revenir sur des fondamentaux et que je vous explique ce qu'est une maladie auto-immune. Et pour ça, vous allez voir qu'on va juste aussi faire un petit rappel sur l'immunité, ce qu'est l'immunité, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, puisque finalement, la maladie auto-immune est un dysfonctionnement du système immunitaire. Donc, on verra également quelles sont les maladies auto-immunes, donc vous avez compris, hein, MAI, c'est maladies auto-immunes, les plus courantes. Là, je vous présenterai quelques données. C'est quand même important de connaître les plus courantes, mais aussi les symptômes. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif, mais ça vous permettra d'avoir une bonne idée de la question. Et puis, bien sûr, je vous présenterai quelques approches naturopathiques. Vous savez que la naturopathie, c'est très, très vaste, hein. Donc là, je vous présenterai quelques approches naturopathiques pour accompagner
quelques maladies auto-immunes. Donc, évidemment, la thématique étant très, très vaste, et si on ne veut pas y passer la journée, j'ai été obligée de faire un petit focus. Voilà, mais bien entendu, à la fin, enfin, je l'espère en tout cas, si je ne parle pas trop, il y aura la place pour les questions. N'hésitez pas à d'ores et déjà mettre vos questions sur le chat, et puis bien entendu, on essaiera de se garder un petit temps à la fin si vous avez encore des questions complémentaires. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour les rappels sur l'immunité. Je vais commencer par une bête, entre guillemets, définition sur l'immunité. Bien, en fait, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait académique. Il est défini comme l'ensemble des mécanismes biologiques qui permettent de reconnaître et de tolérer le soi, donc ce qui nous appartient à nous en propre, et de reconnaître et surtout rejeter le non-soi, c'est-à-dire ce qui nous est étranger, tout ce qui est agent extérieur, agent infectieux, et puis c'est nos propres cellules qui ne fonctionnent plus ou qui sont altérées, comme les cellules cancéreuses. Donc, vous voyez que les cellules du soi et les cellules du non-soi, elles sont vraiment très, très variées. On va rentrer un petit peu dans le détail. Simplement un petit mot, excusez-moi pour le son là, mais en fait, je ne peux pas désactiver le son des notifications. Voilà, donc j'espère que ça ne vous a pas dérangé. Donc, c'est juste un petit mot sur le non-soi, le soi modifié, qui sont les fameuses cellules cancéreuses. Alors, les organes de l'immunité dans notre corps, ils sont très nombreux. Vous voyez, on a des organes que l'on appelle lymphoïdes primaires, ce sont les rouges, et les organes lymphoïdes secondaires. Donc, les primaires, ils sont, alors je ne peux pas dire au nombre de 2 parce que la moelle osseuse, on en a un peu partout, mais donc on a la moelle osseuse et on a le thymus que vous voyez ici représenté en rouge. Et dans les organes secondaires, on a tous les ganglions. Vous voyez par exemple des ganglions lymphatiques au niveau de la gorge, ils sont assez connus. On a aussi les ganglions lymphatiques qui sont situés au niveau des aisselles, au niveau du pubis, dans les intestins. Voilà. Après, il y a la rate, encore d'autres, les amygdales qui sont aussi très connus comme organes lymphoïdes secondaires. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les primaires ? Principalement, on fabrique les lymphocytes, donc les cellules de l'immunité, lymphocyte T et lymphocyte B suivant l'endroit où ils sont fabriqués. Par contre, dans les organes lymphoïdes secondaires, c'est là qu'il y a les réactions immunitaires. Également, c'est là qu'on va filtrer la lymphe qui a un rôle majeur sur l'immunité. Je vous renvoie vers un autre webinaire sur l'immunité parce qu'on n'a pas le temps de trop s'étendre sur le sujet de la lymphe, mais qui a une fonction vraiment très importante au niveau de l'immunité. Là, c'est juste pour que vous gardiez quelques données anatomiques au niveau des fonctions immunitaires. Encore quelques petits éléments de vocabulaire et de définition sur les antigènes et les anticorps. Donc, on en entend pas mal parler, on en a beaucoup entendu parler avec le Covid et on en entend encore parler. Les antigènes sont des molécules qui sont étrangères et qui vont provoquer la réaction immunitaire dans notre corps. Alors que les anticorps, c'est justement, alors en l'occurrence, c'est une protéine qui est complexe et qui va être utilisée par notre système immunitaire pour détecter et pour neutraliser les antigènes de manière très spécifique, c'est-à-dire ciblée. On va avoir à chaque type d'antigène un anticorps spécifique qui va être développé par notre organisme, par notre système immunitaire, et qui va permettre de lutter vraiment spécifiquement sur cet antigène. D'où les histoires de vaccins qui sont évoluées en fonction des différents antigènes, c'est-à-dire en fonction des différentes souches du virus. Encore un petit mot sur l'immunité avec la différence entre l'immunité innée et l'immunité acquise ou adaptative. Alors, on comprend assez bien ce que ça veut dire, immunité innée. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette immunité innée, que bien entendu, on a en nous dès la naissance, c'est une immunité qui agit très vite. Donc, c'est celle-là qui va être rapidement mobilisable. Elle constitue vraiment la première ligne de défense. Elle est, entre guillemets, pas très intelligente car elle est pas spécifique, en fait, de l'antigène. Donc, elle n'a pas de mémoire non plus, elle ne s'adapte pas. Donc, c'est super, c'est le gros bulldozer qui peut agir tout de suite. Par contre, elle n'est pas spécifique. Alors que l'immunité adaptative, elle constitue vraiment une immunité qui est spécifique, qui va avoir une mémoire. C'est ça qui va vraiment forger au fil des années et de notre exposition aux infections, notre système immunitaire. Donc, elle est plus lente.
mais elle est spécifique et, entre guillemets, plus intelligente. Voilà, donc ces deux systèmes, immunité innée et immunité acquise, sont deux systèmes qui sont complémentaires. Il est indispensable d'avoir les deux. Les deux fonctionnent de concert et font que votre immunité est quelque chose qui fonctionne correctement à la moindre exposition. Alors, quels sont les facteurs qui affaiblissent notre système immunitaire? Vous voyez qu'il y en a pas mal. Il y en a certains qu'on peut contrôler et d'autres un petit peu moins bien. Globalement, on a quand même du mal à tous les contrôler, même au niveau de l'alimentation. Vous voyez celui en haut à gauche, les déficiences nutritionnelles. On a beau faire tout ce qu'on veut, essayer de s'alimenter du mieux possible, malgré tout, globalement, notre alimentation est quand même moins riche en nutriments. Et du coup, ça veut dire qu'on s'expose plus aux déficiences nutritionnelles. Avec l'âge, globalement, j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer que globalement, nos systèmes fonctionnent moins bien. Et du coup, le système immunitaire fait partie de ces systèmes qui fonctionnent moins bien. On va d'ailleurs moins bien absorber les nutriments également. Donc, ça peut être aussi une cause de déficience nutritionnelle. On peut être exposé, bien entendu, à tous les types d'antigènes possibles, des toxines, des toxiques, des virus, des bactéries, des parasites. Alors là, on peut limiter leur exposition, mais malgré tout, il y a quand même des choses qu'on ne maîtrise pas. Et puis, donc, un mode de vie qui sera délétère, sera un mode de vie stressant, avec des carences en sommeil, qui feront qu'on sera plus vulnérable, qu'on va affaiblir notre système immunitaire. Donc, soyons attentifs à tous ces facteurs, en tout cas à ceux qu'on peut maîtriser du mieux possible. Et c'est vraiment là l'intérêt de l'approche naturopathique, d'être vigilant à avoir une alimentation la meilleure possible et un mode de vie qui soit le moins stressant possible, avec une activité physique, de la respiration, la gestion du stress. Alors, une fois qu'on a fait cette introduction sur la partie immunitaire, eh bien maintenant, je vais rentrer dans le détail des maladies auto-immunes. Donc, maladies auto-immunes, c'est en fait justement le principe que notre corps ne va pas faire le discernement entre le soi et le non-soi. Donc, vous voyez que à gauche, c'est un système immunitaire qui fonctionne correctement. Il va bien comprendre, le soi, c'est super, bravo, je garde. Et le non-soi, c'est pas bien, j'élimine. À droite, on a le schéma des maladies auto-immunes. Donc, on a toujours une perception de soi et de non-soi, sauf que le problème, c'est que le soi va être perçu comme du non-soi. Donc, le non-soi, on va bien l'éliminer. Par contre, le soi, on peut aussi potentiellement l'éliminer parce que le corps ne comprend pas que c'est du soi et donc il faut le conserver. Il faut savoir que ces maladies auto-immunes, vous voyez qu'elles touchent 3 à 5% des Français, 5 à 8% de la population mondiale. C'est quand même énorme. Troisième groupe de maladies en morbidité et en mortalité après les cancers et les maladies cardiovasculaires, donc quand même non négligeable. Le diabète de type 1, vous voyez que c'est une maladie auto-immune qui touche pour moitié les hommes, moitié les femmes. Mais globalement, il faut savoir que les maladies auto-immunes, les femmes sont beaucoup plus vulnérables que les hommes, puisque 8 femmes sur 10 sont exposées contre beaucoup moins d'hommes. Donc, elles évoluent de manière chronique tout au long de la vie. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment possibilité d'en guérir. Malgré tout, on peut accompagner, on peut freiner. Et puis, on a quand même, dans la plupart des maladies auto-immunes, on a des alternances entre des phases de poussée et des phases de rémission. Donc, tout l'enjeu, que ce soit, alors on va dire dans la médecine intégrative, c'est-à-dire la médecine traditionnelle et les techniques de naturopathie, tout l'enjeu va être d'accompagner, de limiter la progression, de limiter l'intensité des poussées, de manière à ce que la personne puisse vivre du mieux possible avec sa maladie auto-immune. Donc, une maladie auto-immune, vous allez le voir, touche soit un tissu, soit des organes. Oui, voilà, je le développe un petit peu après. Ici, je veux juste détailler un petit peu les causes possibles, sachant que, alors, évidemment, ça dépend d'une maladie auto-immune à l'autre. Et également, en fait, vous allez voir qu'il y a très peu de choses qui sont documentées parce que c'est encore très, très difficile de comprendre ce qui se passe réellement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des prédispositions génétiques.
il y a des facteurs environnementaux qui sont favorisants, on en a déjà un petit peu parlé, et il y a également un dysfonctionnement de la régulation immunitaire. Alors ça, pourquoi? On ne sait pas, peut-être à cause de prédispositions génétiques, mais en tout cas, ce sont bien ces 3 facteurs qui font que la maladie auto-immune va se développer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les prédispositions génétiques, alors je vous donne un exemple sur le diabète de type 1 qui est quand même assez documenté. Eh bien, l'occurrence va passer de 0,4% à 5% chez les apparentiers diabétiques. C'est-à-dire que si on a dans sa famille des antécédents de diabète de type 1, eh bien, vous voyez, donc c'est multiplié par 10 les risques de développer soi-même un diabète de type 1. L'environnement, c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que si on est exposé de manière exacerbée à des toxiques, des toxines, des corps extérieurs qui ne sont pas souhaitables, mais aussi, pourquoi pas, les ultraviolets qui sont oxydants majeurs, le tabagisme pareil, les excès dans l'alimentation, la sédentarité ou les excès d'activité physique, eh bien, tout ça va favoriser l'apparition de maladies auto-immunes. Ce qui peut également augmenter l'apparition de maladies auto-immunes, ce sont les excès d'hygiène, les antibiotiques plus. Il a été montré qu'il y a une plus forte prévalence des maladies auto-immunes dans les pays industrialisés, où justement on développe une hygiène à outrance avec le recours massif aux antibiotiques. Et puis, donc, le défaut de régulation immunitaire, donc là, vous avez bien compris, c'est que la réaction du système immunitaire est inadaptée. Donc, pour mémoire, en fait, quand la réaction est trop forte, ça fait des maladies auto-immunes, et quand elle est trop faible, ça fait des immunodépressions. Mais il a aussi été prouvé qu'une infection peut provoquer une dysrégulation de l'immunité, puisque, en fait, quand on a une infection, le système immunitaire est bien sollicité, il est suractivé, et il peut, là aussi, alors pour quelle raison, ça on ne sait pas, mais en tout cas, il est plus susceptible de réagir contre le soi. Alors, quels sont les signes d'une maladie auto-immune? Alors, vous allez voir que c'est pas facile de se dire « Ah bah tiens, j'ai une maladie auto-immune », ça va pas être évident de se le dire comme ça. Avec les signes génériques, c'est les signes de l'inflammation, tout simplement. Rougeur, douleur, gonflement, irritation. Voilà, pas évident d'en savoir plus. Mais aussi donc, des sensations de malaise, de la fièvre, de la fatigue intense. Ces signes doivent alerter, mais bien entendu, ils ne sont pas les seuls indicateurs d'une maladie auto-immune. On va ensuite avoir des signes beaucoup plus spécifiques qui vont dépendre évidemment de la maladie. On ne va pas avoir les mêmes réactions dans une thyroïdite de Hashimoto et dans un diabète de type 1, ça, vous comprenez assez bien la chose, mais ça va aussi dépendre de l'agressivité et des organes affectés. Donc voilà pour la petite partie introductive sur les maladies auto-immunes. Maintenant, on va développer les maladies auto-immunes les plus courantes. Donc vous vous souvenez, j'ai parlé juste un petit peu plus tôt des maladies auto-immunes spécifiques d'organes ou bien de tissus. Alors vous voyez dans la colonne de gauche, ce sont les spécifiques d'organes. Donc par exemple, alors il y en a qui sont très connus, sur le tube digestif, ça va être la maladie cœliaque, donc les problèmes d'allergie au gluten. On peut avoir aussi sur un organe, sur la peau, par exemple, donc ça peut être la pelade ou le vitiligo. Et puis, donc, ça peut être sur certaines glandes endocrines, donc par exemple le diabète de type 1 avec le pancréas, ou bien les problèmes de thyroïde avec Hashimoto ou Basedow. Pour les maladies auto-immunes qui sont non spécifiques, donc plutôt systémiques au niveau des tissus, on va avoir comme maladie connue la polyarthrite rhumatoïde, on va avoir le syndrome SEC de Gougerot-Surgen, on va aussi avoir, pourquoi pas, qu'est-ce que je cherche, voilà, je n'arrive plus à la retrouver, voilà, le lupus, voilà. Il était tout en haut. Donc, c'est des maladies que je vais développer un petit peu après. Ici, c'est un tableau qui présente les prévalences avec un ratio entre les femmes et les hommes. Donc, vous vous souvenez, je vous ai parlé du diabète de type 1, donc on voit la prévalence qui est entre 200 et 300 pour 100 000 habitants. La prévalence, l'occurrence est de 1 pour 1 entre les femmes et les hommes, mais vous voyez que pour pratiquement toutes les autres,
on a plus de femmes qui sont touchées que les hommes. Donc, la plus courante, c'est Hashimoto, que je vais développer. La deuxième, base d'eau, qui est en fait le contraire, l'hyperthyroïdie. Et puis après, on en a d'autres que là aussi, je vais développer, donc je ne rentre pas plus dans le détail. Mais c'était simplement pour vous montrer qu'il y en a vraiment énormément et qu'elles n'ont pas du tout les mêmes prévalences ni la même influence, la même occurrence en fonction du sexe. Alors, commençons par la thyroïdite de Hashimoto. Eh bien, elle représente 20% quand même des maladies thyroïdiennes avec une prévalence de 1 pour 10 chez les femmes. Donc, ça veut dire qu'en gros, pour un homme touché, on a 10 femmes qui sont touchées. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce sont tout simplement les anticorps, donc notre propre système immunitaire qui va agresser les cellules thyroïdiennes et causer une inflammation chronique de la thyroïde. Les symptômes, globalement, c'est les symptômes d'une hypothyroïdie, donc, sauf qu'ici, on est sur une maladie auto-immune. Hypothyroïdie, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est un ralentissement généralisé. Alors, ralentissement au niveau du métabolisme avec la prise de poids, mais au niveau aussi de la circulation lymphatique, la circulation veineuse, de la digestion avec de la constipation, un ralentissement du rythme cardiaque, un ralentissement des règles, enfin voilà, bref, un ralentissement global de l'organisme. Donc ça, ce sont des symptômes qui sont quand même assez évocateurs. La thyroïdite de Hashimoto est quand même assez développée. Donc si vous avez des personnes que vous connaissez ou si vous-même êtes confronté à ce type de signes, n'hésitez pas à vous faire tester puisque c'est assez facile d'identifier une thyroïdite de Hashimoto. Alors, à contrario, la maladie de base d'eau, là, on est dans l'hyperthyroïdie, donc elle touche 0,1% de la population française, là aussi, surtout des femmes. Donc ici, on a aussi l'attaque des anticorps contre la thyroïde. Et donc, les conséquences, ce sera une production exacerbée d'hormones thyroïdiennes avec une augmentation de la glande thyroïde. Donc, c'est ce fameux goitre qu'on peut aussi voir apparaître dans une hypothyroïdie, mais quand même qui est souvent plutôt dans les hyperthyroïdies. Donc voilà, c'est vraiment un gonflement de la glande thyroïdienne. Autre signe vraiment très caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'exophthalmie. Donc vous voyez ici les yeux protubérants. Donc en gros, c'est quelqu'un qui a les yeux vraiment très grands ouverts. Là aussi, on a une fatigue très importante. Donc vous le voyez, on l'a dans l'hyper et dans l'hypo. Une soif importante, une perte de poids. Donc, c'est en fait, en gros, l'organisme qui est à fond et donc qui a du mal à se calmer, qui va être très nerveux, palpitations exacerbées là aussi. Donc, c'est ça qu'il faut retenir dans la maladie de base d'eau. Et je vous ai mis un petit comparatif entre l'hypo et l'hyperthyroïdie, les différents symptômes. Oui, c'est vrai que je n'ai pas du tout parlé de la température. L'hypothyroïdie, on est très, très intolérant au froid, alors que l'hyper, on est intolérant au chaud. Donc, on va dire qu'il y a juste le goitre qui peut apparaître dans les deux, et puis bien sûr la fatigue dans les deux maladies. Mais sinon, c'est vraiment des choses qui sont très, très différentes l'une de l'autre. Maladie cœliaque, alors ça aussi, on en entend beaucoup, beaucoup parler. Donc, vous voyez que ce n'est pas si fréquent que ça. La prévalence, 0,3 à 1%, surtout dans la population caucasienne. C'est-à-dire qu'en Asie du Sud-Est, par exemple, il y a très peu de maladies cœliaques. Mais alors après, ils ne mangent pas des masses de blé non plus. Donc, c'est déclenché par le gluten. Le gluten étant un mélange de protéines qui sont contenues dans certaines céréales. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai mis le blé. Le blé, évidemment, c'est la principale, et tous ses dérivés, l'épeautre, le kamut, mais aussi l'orge, le seigle, l'avoine et la triticale, qui est une céréale qu'on trouve très, très peu, mais voilà, pour info, contient également du gluten. Donc, la maladie cœliaque, elle est en fait déclenchée par une réaction, elle déclenche une réaction immunitaire dans l'intestin grêle, qui va en fait attaquer les parois de l'intestin grêle, qui va nuire à une bonne absorption de tout ce qui est micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments. Alors, les symptômes sont surtout digestifs, mais il ne faut pas compter que sur les symptômes digestifs pour faire un diagnostic, évidemment, mais c'est assez caractéristique, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont de fortes douleurs, des diarrhées, des ballonnements en permanence, qui sont très fatiguées. Très souvent, on a aussi des douleurs articulaires. Et donc, il est vraiment très important de bien le diagnostiquer parce que ça peut être à l'origine de mauvaise absorption de nutriments.
et donc forcément de malnutrition avec de la déminéralisation et notamment de l'ostéoporose. Donc vraiment, il est très important de bien le détecter. Là aussi, c'est très facile à détecter dans une prise de sang où on dose les anticorps. Donc, une petite illustration pour vous montrer ce que fait cette maladie cœliaque. Hein. Vous voyez, alors surtout sur le dessin de droite, on voit un intestin grêle qui est sain, avec de belles villosités. Hein. Donc, ce sont ces petites montagnes-là, qui sont les parois en fait, de l'intestin grêle. Et dans la maladie cœliaque, où en fait, notre corps attaque les parois, les cellules de cette paroi intestinale, eh bien, on voit que la paroi est endommagée, ce qui nuit à une bonne absorption et à un bon filtre des nutriments. Une autre maladie auto-immune, la polyarthrite rhumatoïde. Alors, quelques données, là, elle touche peu ou prou 0,25% de la population, avec là encore 3 fois plus de femmes. C'est la forme la plus fréquente d'arthrite chronique. Elle est à l'origine de processus inflammatoires, comme toutes les maladies auto-immunes. Elle va en fait se loger dans les articulations, provoquer des gonflements et des douleurs, des déformations articulaires. Elle touche principalement les mains, donc les articulations des doigts, mais aussi les poignets, les genoux et les chevilles. Donc, la plupart du temps, vous voyez hein, le dessin qui montre très bien une main touchée par de la polyarthrite rhumatoïde, où on voit que tous les nœuds articulaires sont touchés et déformés. Elle apparaît plutôt entre 40 et 60 ans. Bien sûr, ça peut apparaître avant ou après, mais c'est là que la prévalence est la plus importante. Elle va causer des douleurs, des œdèmes. Elle peut provoquer une raideur matinale qui peut persister pendant 1 heure après le lever. Évidemment, là aussi, une forte fatigue hein, du fait de l'inflammation, des poussées de fièvre également qui peuvent alerter. Alors, diabète de type 1, à ne pas confondre avec le diabète de type 2. Hein, donc le diabète de type 2, c'est un diabète qu'on dit sucré, qui arrive notamment, enfin c'est une maladie métabolique, hein, alors que le diabète de type 1 est bien une maladie auto-immune. Donc, il représente environ 5 à 10% des diabètes. Le plus souvent, il apparaît dans l'enfance ou dans l'adolescence ou en tant que jeune adulte. Hein. On voit souvent que cela apparaît suite à un choc. Ça peut être un choc émotionnel, un choc physique, une fatigue extrême, mais pas seulement, bien sûr. Hein. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, souvent chez des terrains, donc des prédispositions. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans le diabète de type 1? Eh bien, c'est que le pancréas ne fabrique pas d'insuline. Alors, vous voyez sur le schéma à droite hein, comment ça fonctionne. En gros, quand il n'y a pas de diabète, le pancréas sécrète de l'insuline. Et ensuite, donc, dans la cellule, on a un récepteur d'insuline qui permet de, on va dire, transformer, stocker et utiliser du glucose. Dans le diabète de type 1, en fait, on ne fabrique pas d'insuline. Donc, du coup, il ne se passe rien au niveau de la cellule. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le taux de sucre. Comme les sucres ne rentrent pas dans les cellules, et bien du coup, le taux de sucre continue à augmenter et c'est ce qui fait ces hyperglycémies caractéristiques. Donc, quels sont les symptômes? Donc, outre le fait que on a des hyperglycémies, c'est une fatigue importante, hein, c'est très fatigant le diabète, une perte de poids importante, une augmentation de la soif et de la faim avec une élimination excessive des urines, une vision floue. Ça, c'est quelques petits symptômes du diabète de type 1 qui doivent alerter. La sclérose en plaques, quelques données, eh bien, elle va toucher le système nerveux central. Donc, vous voyez que les maladies sont vraiment très, très différentes les unes des autres. Hein. J'ai choisi volontairement de vous en présenter des très différentes les unes des autres. Donc ici, le système nerveux central sera le cerveau, le nerf optique, la moelle épinière. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ici, les anticorps attaquent la myéline. En fait, c'est la gaine d'isolation du cerveau et de la moelle épinière. Ce qui fait qu'on a une altération des capacités du système nerveux, des capacités de communication du système nerveux. Donc, on a une atteinte mondiale d'une personne sur 1000, donc c'est quand même énorme, hein, 1 pour 1000, avec une prévalence très importante dans les pays nordiques. Alors, les symptômes sont très variables d'une personne à l'autre, mais il faut savoir que le premier symptôme
qui sera évocateur. Alors, contrairement à ce que j'ai marqué, un truc de la vue, ce sont les fourmillements, la plupart du temps. Alors, ça ne veut pas dire que dès qu'on a un fourmillement, il faut qu'on s'inquiète. Par contre, il faut quand même, disons que si ce sont des fourmillements qui sont en plus accompagnés de décharges électriques, par exemple, ou d'engourdissement dans quelques membres, là, il faut vraiment se poser la question. Là aussi, ça se dose assez facilement. Donc, il faut consulter rapidement et essayer de se faire tester. Sinon, donc, trouble de la vue, des tremblements, des contractions musculaires ou des pertes de l'équilibre qui seront aussi des signes évocateurs de la sclérose en plaques. Alors, je crois que j'ai mis une petite illustration. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez cette histoire d'attaque de gaine de la myéline. Eh bien, à gauche, on a une gaine qui est en bonne santé. Et puis, à droite, on a des lésions de la gaine de la myéline dans le cas de la sclérose en plaques. Donc, ça évolue par poussée, en fait. Donc, on peut avoir des périodes de rémission qui sont plutôt confortables, en tout cas autant que faire se peut, et entrecoupées de périodes de poussée qui peuvent être vraiment très, très invalidantes. Donc là, la naturopathie viendra en accompagnement pour atténuer les symptômes, notamment dans les phases de poussée. Le psoriasis, donc là, on est sur l'organe peau, qui touche 2% de la population française environ. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas du psoriasis? Eh bien, on a un renouvellement de l'épiderme qui est beaucoup trop rapide. Vous voyez que normalement, ça prend entre 28 à 30 jours. Et puis, dans le cas du psoriasis, le renouvellement de l'épiderme est entre 3 et 6 jours. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne des grosses plaques au niveau de certaines articulations assez caractéristiques, certaines zones assez caractéristiques, comme les coudes, les genoux, le cuir chevelu. Mais bon, ça peut être à plein d'autres endroits. En fait, ce sont des épaisses plaques. Pourquoi? Parce que y a une accumulation de couches d'épiderme qui fait trop rapide, en fait, qui fait que ce renouvellement se fait trop rapidement et cause ces épaisseurs. Donc, il peut y avoir des complications rhumatismales dans un peu moins de 10% des cas. Et comme pour la sclérose en plaques, ça va évoluer en forme de poussée. Et donc, on pourra essayer d'accompagner ces poussées par des adjuvants en naturopathie. Alors, une petite illustration. Donc, vous voyez là ces plaques caractéristiques à droite. C'est vraiment très fréquent au niveau des coudes. Et le petit schéma à gauche, là aussi, j'aime bien, ça, on comprend mieux ce qui se passe concrètement. C'est les squames et les plaques qui provoquent une inflammation de la surface de la peau. Donc, avec un épaississement de l'épiderme, la couche superficielle de la peau. Et puis, encore quelques autres maladies. Donc, la maladie de Crohn, qui est assez connue aussi, qui est une maladie inflammatique chronique, inflammatoire, j'ai mélangé les mots, inflammatoire chronique du système digestif. Il y a plus de 100 000 cas en France. Le lupus, donc je ne le développerai pas, mais parce c'est une maladie systémique qui a des symptômes vraiment très, très variés, avec des gravités très variées, avec quand même 4 cas pour 10 000 habitants en France. La spondylarthrite ankylosante, qui, elle, est à l'origine de douleurs très fortes dans le dos, particulièrement le bas de dos, qui peut être vraiment très invalidante parce que peut empêcher de dormir tellement les douleurs sont prononcées la nuit. Et le syndrome SEC, donc, qui va causer principalement une sécheresse oculaire et buccale, avec une occurrence de 1 cas pour 10 000 habitants en France. Voilà, donc je vais juste boire un petit coup. Et donc, je vais maintenant aborder les solutions naturopathiques dans le cas des maladies auto-immunes. Alors, donc je rappelle, c'est ce qui est marqué en bas, que tous ces conseils ne remplacent évidemment pas la médication ni le suivi par un médecin. Donc, on va en fait, dans l'approche, se baser sur 3 grands axes. Alors, la génétique, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, on va pouvoir travailler sur les intestins et sur l'environnement. Donc, on va essayer de contenir l'inflammation. On va essayer de canaliser, donc de moduler l'immunité. On va bien entendu accompagner les douleurs, parce que ça, c'est un point qui est vraiment important. Soigner le microbiote. Pourquoi? Parce qu'il se passe énormément d'activités immunitaires dans les intestins. Et donc, si le microbiote n'est pas en bonne forme, eh bien, forcément, le système immunitaire ne le sera pas non plus.
On va soulager le système hépatique. Pour quelles raisons? Vous vous souvenez que je vous avais dit que les facteurs qui pouvaient perturber l'immunité, c'était notamment les toxiques, les toxines, etc., que l'on peut trouver dans notre environnement. Tout ceci étant dépollué par notre système hépatique, le foie. Donc, il faut que notre foie fonctionne correctement. Et puis, donc, on travaillera aussi sur la gestion du stress et des émotions parce qu'on le fait toujours en naturopathie dans la mesure où tout ceci a une influence très importante sur le bon fonctionnement de notre système nerveux, donc de tous nos systèmes. Donc, il est très important d'arriver à avoir une gestion correcte de notre stress et de nos émotions. Donc, on va s'appuyer bien sûr sur les piliers de la naturopathie, avec donc une alimentation hypotoxique et anti-inflammatoire que je vais vous présenter, des solutions en plantes et en micronutrition pour canaliser la douleur, l'inflammation, pour moduler l'immunité, pour jouer sur la détox hépatique et pour jouer sur le microbiote et la perméabilité intestinale. Et enfin, donc 2 points que je n'aurai pas le temps de traiter aujourd'hui, mais il y a d'autres webinaires qui le traitent, la gestion du stress et des émotions, le mouvement et la respiration, pour notamment l'équilibre psycho-émotionnel qui est l'un des piliers de la naturopathie. Alors, sans plus attendre, abordons déjà l'alimentation hypotoxique anti-inflammatoire. Pour moi, il y a vraiment une grande ligne à suivre dans la gestion des maladies auto-immunes. C'est le régime que l'on appelle Seignalais, du nom du docteur Jean Seignalais, qui est à l'origine de ce modèle alimentaire. Ce n'est pas un régime, en fait, le terme est mauvais. Il est vraiment, ce modèle alimentaire est formidable pour toutes les maladies d'encrassement et inflammatoire chronique dont les maladies auto-immunes font partie. Alors, quel est le principe? Vous allez voir que ce n'est pas hyper simple à mettre en place, mais une fois qu'on maîtrise, eh bien, c'est finalement une autre cuisine qu'on va mettre en place. On n'a recours à aucun lait animal ni dérivé. Aucune céréale mutée. Alors, dans les céréales mutées, bon, on connaît le blé, le seigle, l'orge, l'avoine, qui sont en plus des céréales qui contiennent du gluten. Mais par exemple, vous voyez que dedans, l'épeautre en fait partie, le maïs en fait partie aussi, le millet également. Alors, je les ai mis en italique parce que après, on peut mettre en place des régimes céréaliers adaptés. Et pour moi, dans ces régimes-là, le petit épeautre et le millet en font partie. Donc, on va se baser sur principalement le riz, le sarrasin et le sésame pour apporter des céréales. On limite la cuisson, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des barbecues et des gratins. On cuit à une température maximale de 110 degrés ou bien on mange les aliments crus. Alors, il ne faut pas manger que du cru, mais on essaye de limiter, de cuire à des chaleurs douces. On va consommer quotidiennement des huiles de qualité crue, extraites à froid. Et puis, bien entendu, donc on essaye de limiter sa consommation de sel et de sucre et éventuellement on les consomme de manière complète, de manière à avoir un maximum de nutriments. Donc, on a recours à des aliments bio pour avoir le moins de toxiques possible. Et enfin, donc on a recours à des supplémentations à des doses physiologiques si besoin. Donc ça se fait avec un thérapeute, évidemment. Donc, à retenir dans cette alimentation, évidemment, on limite tout ce qui est acides gras saturés, c'est ça les AGS. Donc, on limite, ça ne veut pas dire qu'on supprime, mais on va éviter donc tout un excès de viande. Alors, les produits laitiers sont interdits dans la diète Seignalais, les charcuteries, les pâtisseries, tout ce qui contient de l'huile de palme. On va limiter fortement ou supprimer tout ce qui contient des acides gras hydrogénés, donc ce qu'on appelle les trans. En gros, retenez que c'est tout ce qui est industriel. On va essayer de limiter aussi la consommation de sucre ou ce qui a un index glycémique élevé, c'est-à-dire les produits qui sont très cuits, transformés, blancs, raffinés. Et on va privilégier ceux qui ont un index glycémique faible, c'est-à-dire qui vont contenir le plus de fibres possible et être le moins transformés possible. On limite sa consommation de sel. Et on limite donc sa consommation de produits laitiers de vache, ça c'était déjà dans le premier, et de gluten. Donc voilà pour les principes de cette alimentation inspirée de Seignalais, du docteur Seignalais.
Je voulais aussi vous donner un mot sur les acides gras de qualité, puisqu'ils sont très importants pour canaliser l'inflammation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma qui explique en fait les mécanismes inflammatoires et l'implication des acides gras essentiels que sont les oméga 3 et les oméga 6 dans le processus inflammatoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, les oméga 3, qui sont les EPA et les DHA, sont plutôt anti-inflammatoires. Il est donc très important de les incorporer dans l'alimentation. Donc, on va les retrouver dans les poissons gras, comme la sardine, le maquereau, le hareng, mais on va aussi les retrouver dans, alors en tout cas les précurseurs, dans des acides gras végétaux, comme l'huile de lin, l'huile de noix, les graines de lin, les noix, l'huile de colza également. Ensuite, ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est que globalement, les oméga 6, et particulièrement l'acide arachidonique, ce qui est marqué AA, est plutôt pro-inflammatoire. Donc, va favoriser le terrain inflammatoire. Donc, il faut essayer de les limiter. Où est-ce qu'on les trouve? On les trouve principalement dans les protéines animales. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement les enlever, mais ça veut dire qu'il faut maîtriser leur consommation. Pour garantir un bon apport en oméga 3, j'ai déjà un petit peu spoilé la planche, puisque donc, je vous ai donné les aliments qui contiennent des acides gras polyinsaturés de type oméga 3, donc par exemple l'huile de colza et les poissons gras. Et donc, on peut éventuellement en apporter aussi par des compléments alimentaires. Je pense notamment, moi je vois pas mal de personnes qui digèrent mal en fait les poissons gras. Et ce sont vraiment eux qui apportent de manière la plus directe possible des EPA et des DHA qui sont les plus anti-inflammatoires, ce sont les EPA. Et donc, du coup, c'est intéressant de les trouver dans des compléments alimentaires. Ici, donc, les laboratoires Soria le proposent sous forme d'huile de foie de morue. Donc, je développe un petit peu après, donc je ne rentre pas plus dans le détail. Donc voilà, ça c'était la partie alimentaire. Je voudrais maintenant vous présenter quelques plantes qui vont permettre de gérer l'inflammation et la douleur. Alors, voilà au sommaire ce qu'on va voir. Donc, on va parler de plantes comme la saule, la reine des prés, l'arpagophytum, le curcuma, qui est très connu, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important, le cassis, et je reviendrai donc sur les oméga 3. Alors, là, les laboratoires Soria ont un produit qui s'appelle Dologène, qui rassemble 3 plantes très intéressantes, l'arpagophytum, autrement appelé griffe du diable, le saule, la reine des prés. Et en fait, donc, ce complexe, sous forme de gélules à libération prolongée, permet de gérer la douleur, donc il est analgésique, et permet aussi de canaliser l'inflammation. Alors, évidemment, les indications, c'est tout ce qui est affection rhumatismale, mais aussi, d'une manière générale, tous les états fiévreux, la grippe et toutes les douleurs. Vous voyez qu'on peut même l'utiliser pour des douleurs de règles, pour des douleurs liées aux migraines. Donc, comme ce sont des gélules qui sont à libération prolongée, on va prendre une gélule toutes les 12 heures. Seule contre-indication, donc vous voyez ici, allergie à l'aspirine. Pourquoi? Parce que le saule et la reine des prés contiennent de l'acide salicylique qui n'est autre que de l'aspirine. Et donc, les personnes sous anticoagulants, évidemment, pareil. Ensuite, l'arpagophytum peut avoir des actions sur l'estomac, donc on évite en cas de gastrite ou d'ulcère gastrique. Alors justement, l'arpagophytum, que l'on appelle aussi griffe du diable, on utilise sa racine et elle, donc son rôle, c'est vraiment le côté anti-inflammatoire et antidouleur. Vous voyez qu'il y a d'autres rôles encore qui ne sont pas les rôles principaux pour lesquels on va l'utiliser. Donc, comme je vous le disais, il est plutôt contre-indiqué dans les problèmes gastriques, notamment les ulcères gastriques, mais il peut aussi provoquer des petites irritations intestinales. Donc, c'est à utiliser avec prudence quand on a des problèmes au niveau des intestins. Le cassis, donc là, on va utiliser ses feuilles. Eh bien, le cassis a vraiment un effet incroyable au niveau anti-inflammatoire. C'est un cortisone-like, en fait, qui va aussi stimuler les surrénales. Moi, je l'utilise aussi beaucoup dans le cas des allergies pour limiter les phénomènes allergiques. Donc là, on peut l'utiliser, vous voyez, donc la posologie habituelle qui est de 3 fois 1 millilitre par jour, mais on peut même aller jusqu'à 6 millilitres par jour pendant quelques jours dans les phases vraiment très inflammatoires. Et aucune contre-indication, ce qui est quand même intéressant.
Le curcuma, on entend beaucoup parler. Alors, c'est sûr que vous pouvez vraiment le mettre dans l'alimentation. N'hésitez surtout pas. La racine, c'est parfait. Mais sachez que ce ne sera pas assez concentré. Donc, c'est un très bon bruit de fond, mais il faudrait déjà en consommer je ne sais pas combien de rhizomes par jour pour arriver à des concentrations qui sont proposées dans des compléments alimentaires tels que celui que je vous présente aujourd'hui. Sachez que le curcuma est bien mieux absorbé pendant les repas. Donc, surtout, ne prenez pas ça en dehors des repas, avec un corps gras et avec un cofacteur d'assimilation. Donc, les plus connus, c'est la pipérine et la gingibrine, qui sont en fait contenus dans le poivre noir et dans le gingembre. Donc, ici, il est présenté avec le gingembre. Donc, c'est un anti-inflammatoire majeur qui est très intéressant parce qu'il est à la fois anti-inflammatoire au niveau des articulations, mais aussi au niveau intestinal. Donc, on va le retrouver dans des pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi dans la maladie de Crohn, par exemple. Donc, on le prend à chaque repas. Il a une action fluidifiante, donc attention en cas de prise concomitante d'anticoagulants. Ensuite, l'effet anti-inflammatoire des oméga 3, je vous en ai déjà donné un petit mot. Alors ici, donc, on le propose sous forme d'huile de foie de morue, donc riche en EPA, donc ce sont surtout les EPA qui sont utiles pour lutter contre les inflammations. Les DHA seront plus utiles au niveau de la perméabilité des membranes du cerveau. L'huile de foie de morue, pour ne rien gâcher, est riche en vitamine A et en vitamine D. Alors, il faut quand même juste le savoir parce que, attention au surdosage en vitamine A, si vous prenez déjà de la vitamine A par ailleurs, ou des multivitamines, attention à ne pas avoir de surdosage de vitamine A. Donc, les indications, c'est principalement le côté anti-inflammatoire, particulièrement chronique, on ne sera pas trop dans les phases aiguës, donc c'est à prendre plutôt sur le long cours, particulièrement en rhumatologie. Mais donc, les oméga 3 sont aussi très utiles dans tout ce qui est prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, pas de contre-indication, si ce n'est la prudence si l'on prend de la vitamine A par ailleurs. Je voudrais ensuite vous présenter deux produits qui pourraient être utiles pour moduler l'immunité. Vous vous souvenez, l'immunomodulation, c'est en fait une gestion intelligente de l'immunité, c'est-à-dire que si elle est exacerbée, on va la réduire, et si elle est déficiente, on va pouvoir la stimuler. Donc, les plantes immunomodulantes, donc attention au traitement en cours, je pense notamment à des immunosuppresseurs. Là, il faut quand même bien valider les choses avec le médecin qui suit la personne. On a une plante qui est vraiment très intéressante pour cela, c'est l'éleutérocoque. Alors, elle sert à plein d'autres trucs, l'éleutérocoque, mais notamment, elle est immunomodulante, retenez ça. On a un autre produit qui est très intéressant et qui est sorti récemment, qui est le Fosprine Junior. Alors, il ne porte pas forcément très, très bien son nom. On peut aussi le conseiller chez les adultes et chez les personnes âgées, donc il n'y a pas de souci. Avec sa composition, et notamment ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il contient des probiotiques. Donc, on va agir sur le dernier volet que je vais vous présenter juste après, sur la détox hépatique et le soin des intestins. C'est un tonique, c'est un stimulant physique et c'est un stimulant immunitaire. Donc, ça peut être vraiment un petit couteau suisse des maladies auto-immunes pour accompagner, alors pas sur le long terme, ce n'est pas quelque chose qu'on prend tous les jours, mais qu'on peut prendre quand même de manière assez régulière. Et enfin, donc dernière partie, c'est la détox hépatique et la gestion des intestins. Alors, on va commencer d'abord par la détox hépatique. Donc, vous vous souvenez, ce que je vous ai expliqué, c'est que comme la surexposition à des toxiques, des toxines, peut être une cause de dysfonctionnement du système immunitaire, le fait de détoxifier à des intervalles réguliers, ça peut être, on va dire, au moins 1 à 2 fois par an, détoxifier notre foie est vraiment tout à fait indiqué dans les maladies auto-immunes. Donc, pour ce faire, je ne le présente plus, le Cyrazil, qui est un complexe qui va comprendre à la fois des plantes détoxifiantes comme l'artichaut, comme le radis noir, mais aussi des plantes de soutien du foie comme le chardon-marie, des régénérateurs en fait. Donc, c'est un produit qui est très complet et qui permet en fait de prendre soin de son foie 1 à 2 fois par an. En complément, on propose chez Soria un produit qui s'appelle le Drénazor, qui sera vraiment indiqué après une cure de Cyrazil, qui permettra de drainer toute la sphère digestive. Donc, on a remis en circulation les toxines et donc on va pouvoir les éliminer.
On a également 2 produits qui permettent de faire une détox cellulaire ou une détox métaux lourds. Alors après, à quel moment on utilise lequel, là, le mieux, c'est de se faire conseiller. Donc, c'est le CTP et le métallopès. Et enfin, donc pour les intestins, vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'en fait, il y avait énormément de choses qui se passaient au niveau immunitaire dans les intestins. On a 2/3 des cellules immunitaires qui siègent dans les intestins. Donc, si les intestins ne sont pas en bon état, on va forcément avoir des dysfonctionnements du système immunitaire. Alors, ça peut être aussi des dysfonctionnements intestinaux, mais en l'occurrence, là, c'est l'immunité qui nous intéresse. Donc ici, on a tout intérêt à prendre des probiotiques. Donc chez Soria, les probiotiques sont sous forme d'un complexe qui va comprendre des enzymes digestives, des prébiotiques sous forme d'inuline, ce sont des fibres, et des micro-organismes, des bactéries qui vont venir réensemencer la flore intestinale. En parallèle de ça, des oméga-3, de la vitamine D pour prendre soin des intestins sont tout à fait indispensables, à la fois pour le bon fonctionnement, mais aussi pour la perméabilité des cellules intestinales. Et en dernier lieu, donc le curcuma dont j'ai déjà parlé, puisque vous vous souvenez qu'il a cette particularité, le curcuma, d'avoir un rôle anti-inflammatoire au niveau articulaire, mais aussi au niveau intestinal. Voilà, je crois que j'ai terminé. Oui, et bien sûr, la glutamine. Donc la glutamine, en fait, c'est le ciment de notre paroi intestinale, donc qui va permettre de réparer s'il y a des trous, donc la perméabilité au niveau des intestins. La prise de glutamine va permettre de réparer en fait cette paroi intestinale. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation et donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors évidemment, hein, c'est une présentation qui est assez générale, mais qui vous permet en fait d'avoir déjà un bon aperçu des différentes maladies auto-immunes et de la manière de laquelle la naturopathie permet de les accompagner. Merci Anne-Lise, c'était très très complet. Je n'ai pas beaucoup de questions, donc c'est vraiment le signe que c'était très complet. On a été capté par ta présentation. J'ai juste une question de David qui demande quelle différence fait-on entre les maladies auto-immunes et les maladies immunodépressives. Donc pour moi c'est pareil. C'est tout simplement dans les deux cas des maladies qui font référence à l'immunité qui pose souci. Oui, alors, Si tu voulais rajouter quand même un petit... Voilà. alors j'aurais tendance à dire qu'une maladie immunodépressive n'est pas forcément une maladie auto-immune. Alors je pense notamment au sida, qui est une maladie immunodépressive et qui pour autant n'est pas une maladie auto-immune. Donc, en fait, c'est une maladie qui est, comme son nom l'indique, un mauvais fonctionnement du système immunitaire, mais comme pourrait l'être une allergie, hein, sauf que c'est en fait les deux extrêmes finalement du fonctionnement du système immunitaire. D'un côté, j'ai un système immunitaire qui fonctionne de trop, et de l'autre côté, un système immunitaire qui fonctionne pas assez. Oui, dans les deux cas, c'est effectivement des problématiques du système immunitaire. Tu as raison. Voilà, mais ce n'est pas forcément une attaque de ses propres cellules. Ce n'est pas forcément ça. Ce qu'on aura dans les maladies auto-immunes. Alors, je suis en train de lire la question en même temps, donc du coup, c'est difficile de parler en même temps. Il y a la question sur l'endométriose. Est-ce que c'est une maladie auto-immune? Et une autre question, as-tu déjà suivi des personnes ayant une sclérose en plaques et conseillé pour la fatigue et la fatigabilité? Alors, donc l'endométriose, à ma connaissance, n'est pas une maladie auto-immune, mais j'ai déjà lu des choses sur le sujet. Je crois qu'il n'y a pas de consensus. En tout cas, il n'y a rien de vraiment clair sur l'endométriose. D'ailleurs, le mécanisme en lui-même de l'endométriose n'est pas clair non plus. J'aurais tendance à ne pas la mettre dans une maladie auto-immune. Voilà, je ne sais pas si ça aide d'ailleurs de savoir si c'est une maladie auto-immune ou pas. C'est tellement spécifique l'endométriose. C'est vraiment quelque chose à part entière qu'il faut, je pense, mettre dans une autre catégorie. Et d'ailleurs, ça pourrait même mériter un webinaire à part entière ou en tout cas un article. Prochain sujet. Voilà, prochain sujet. Pour ce qui concerne, est-ce que tu as déjà suivi des personnes qui avaient une sclérose en plaques? Alors, en fait, j'ai déjà eu des personnes atteintes de sclérose en plaques, mais qui ne venaient pas pour ça. Donc, qui venaient pour d'autres problèmes et parce que traités, déjà accompagnés.
fatigue, fatigabilité, je dirais que maladie auto-immune ou pas, on peut traiter la personne et sa fatigue. En fait, ce qui est important surtout, c'est de comprendre la cause. Alors, bien entendu, il y a la maladie auto-immune qui joue, mais souvent, ce qui est bien, c'est de mettre en lumière quel est le vrai phénomène qui fatigue. Ça peut être le fait que la personne ne dorme pas bien, ça peut être le fait que la personne a du mal à s'alimenter, qu'elle va avoir du mal à faire des activités physiques, ce qui, bizarrement, peut aussi fatiguer. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout comprendre pourquoi il y a une fatigue, en dehors du fait que le corps se bat pour essayer de maintenir l'immunité quand même à flot. Voilà, là aussi, je suis désolée, c'est pas une réponse très précise, mais c'est difficile, en fait, sans connaître les personnes et la cause, de donner une réponse. Ok, merci pour ta réponse, pour tes réponses. Écoutez, je vois que il n'y en a pas d'autres des questions, donc je vous laisserai revoir cette présentation. Je vous rappelle que toutes nos présentations peuvent être regardées en replay sur la chaîne Soriavi sur YouTube. Il y a également un blog sur notre site qui s'appelle soriavi.fr. Et donc, sur ce blog, d'ailleurs, Annelise rédige une partie de ces articles qui sont quelquefois des résumés des webinaires. Ça permet d'aborder les sujets de manière beaucoup plus rapide si on n'a pas le temps de lire les webinaires et donc d'aborder d'autres sujets aussi parce que ce n'est pas forcément que les sujets traités en webinaire. Donc, ne vous privez pas non plus d'aller sur ce blog. Il y a d'autres sujets très intéressants également. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Un grand merci à Annelise. Et il y aura d'autres webinaires et d'autres vidéos plus courtes prochainement. En tout cas, merci pour votre fidélité. À bientôt. Merci à tous, hein, et bon après-midi.